Tous et à toutes. Ce soir, un nouvel épisode des podcasts, des podcastors. Ce soir, nous avons Mao Putsch. Salut. Nous avons Gwen qui fait un petit essai et on espère que, alors, on va pas lui faire peur. Non, au contraire, je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir à tous. Et voilà, celui qu'on présente plus, c'est Do Momo. Salut tout le monde. Salut. Donc ce soir, salut. Donc comment ça va s'articuler ce soir? Tout simplement, on va commencer par du basique. Ça veut dire que ce soir, on commence par la première étape, comme d'habitude, review plus petit débat par rapport à la lecture, si on l'a lu, tout ça. Voilà. Donc, et surtout, j'espère que vous n'avez pas oublié que nous avons sorti des vidéos YouTube avec un premier épisode dans la bulle 2 avec un épisode 1 avec Mao Putsch et un épisode 2 avec moi-même, Escobar. D'ailleurs, je me suis pas présenté. Je suis là aussi, Escobar. Voilà. Donc, après cette intro pas très bien maîtrisée, on va commencer par la star. On va commencer par Sedo Momo. Dans le vif du sujet. Ok, bon. Alors écoutez, aujourd'hui, du fait d'une sortie de crise Covid qui se profile, hein, du beau temps, de l'été qui s'approche à grands pas, j'ai envie de vous parler d'un comics frais, léger, et qui sent bon les vacances, l'Espagne. C'est Super Crooks, qui veut dire en français Super Escroc. Voilà, donc en fait c'est un seul volume qui est sorti chez Panini Comics en 2014 et le scénariste derrière c'est Marc Millar, dont je vous ai dit... Oui. C'est pas une biographie de moi-même. Hein. Non, malheureusement non. Mais en tout cas Marc Millar, je pense que beaucoup le connaissent, en tout cas dans le milieu des comics, et de plus en plus de gens commencent à le connaître du fait que le Millar World, c'est des séries Netflix désormais, et notamment on a le fameux Jupiter Legacy, dont l'adaptation en série vient tout juste d'être mise en ligne par Netflix aujourd'hui. Prions pour que ce soit réussi d'ailleurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pour ma part, non. Ouais. Si, voilà. Ouais. Voilà, Jupiter Legacy, c'est une série et ce sera pas la dernière. Il y aura, je pense, pas mal de projets, en tout cas de comics écrits par Marc Millar qui sont prévus en adaptation en série ou film. Donc ça, c'est côté scénario. Côté dessin, nous avons Lenil Yu qui a déjà bossé avec lui sur le comics indé Superior du Millar World, mais également qui a bossé beaucoup chez Marvel pour les fans de Marvel avec des titres comme Dawn of X récemment ou plus vieux Secret Wars. Voilà, donc ça, dessin scénariste. Maintenant, passons au speech. De quoi ça parle? Eh ben, c'est un super-héros qui doit une énorme somme d'argent à un mafieux et décide de faire le casse du siècle. Et pour cela, il va devoir monter une équipe de super escrocs pour arriver à ses fins. Alors déjà, on commence fort là, avec une scène d'action courte mais intense qui présente rapidement les quelques antagonistes. Et tout de suite, le trait du dessin est juste incroyable. C'est fin, les visages sont travaillés, détaillés, mise en scène propre. On aura notamment une bonne dose de violence, d'hémoglobine, mais jamais gratuite pour autant. L'auteur, Marc Millar, que j'affectionne particulièrement, installe un contexte, montre en image ce qui va conduire notre héros à devoir trouver beaucoup d'argent. On va avoir la fameuse scène dans beaucoup de films qu'on voit lorsqu'on monte une équipe, la scène du recrutement, comme un peu dans X-Men Day of the Future Past, rappelez-vous, où en fait on recrute un par un des personnes, avec chacun sa spécialité, son histoire. On aura entre autres un monsieur météo, un indestructible, un télékinésiste. Bref, voilà. Une fois que le groupe va être complet, un plan va se former. Et déjà, bam, il y aura un premier twist
qui va monter la pression à l'écran. Et à partir de là, on va avoir un rythme fou, comme sait faire Mark Millar. C'est-à-dire sans temps mort, toujours bien écrit, les dialogues toujours bien ciselés, toujours des twists. Bref, une lecture rapide, sans prise de tête, avec un dessin qui est pour moi, aujourd'hui, sa meilleure performance depuis pas mal d'années, servi par une colorisation parfaite. À noter aussi également, et ça vient de sortir aujourd'hui sur le site Comics Blog, que c'était vraiment par hasard, hein, comme quoi, que j'ai remarqué ça en faisant ma review. Ce comics dont je vous parle, en fait, il va être adapté, et c'est déjà terminé, en production, en série animée de 13 épisodes basés sur le comics. Et accrochez-vous, c'est pas n'importe quel studio qui va le faire, c'est le studio Bones, japonais. Bones. Vous connaissez ce qu'ils ont fait comme studio, comme animé? Non, pour ma part, je ne connais pas. Esco, peut-être, et Mao? Le studio Bones? Je ne connais pas. Alors, le studio Bones, en fait, ils ont fait comme animé très connu, c'est My Hero Academia. Ah oui. Qui est un des plus gros mangas lus actuellement et qui a fait l'objet forcément d'une adaptation animée. Et ils ont fait surtout, que vous connaissez tous, Full Metal Alchemist. Voilà, donc c'est pas n'importe quel studio qui est derrière ça. Donc alors, je suis très curieux de savoir comment ça va donner, puisque c'est un comics à la base qui est adapté en anime japonais. Je trouve que c'est plutôt original. Je suis assez curieux. Et le premier épisode, il va être présenté au prochain festival international de l'animation à Annecy le 14 juin prochain. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ouais, donc c'est un sacré, c'est propre quoi. Franchement d'être sélectionné à ce festival-là qui est quand même assez réputé mondialement. Voilà, donc du coup, Super Crooks, c'est une relecture, je sais pas vis-à-vis de ce que je vous ai dit, c'est une relecture d'Ocean Eleven, mais version super héroïque. Donc c'est frais, ça va vite, c'est encore une fois ça blague, c'est violent, c'est intelligent. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite. Il y a pas beaucoup de pages, hein. Il doit en avoir peut-être une petite centaine. Ça se lit au bord d'une chaise longue sur une plage. Franchement, c'est parfait, quoi. Je vous conseille ça. Malheureusement, c'est vrai que ce bouquin n'est pas facilement trouvable. J'espère qu'avec la sortie de l'anime, Panini Comics va faire une réédition de Super Crooks parce que je trouve que c'est un comics sous-coté et c'est l'un des meilleurs Millard que j'ai lu ces dernières années. Ouais, carrément. D'accord. Ouais, donc voilà, donc je sais pas si les petites histoires de casse, de braquage à l'italienne, ça vous tente. Ouais, hein. Ouais, ça peut être sympa, tout à fait. J'avais l'impression que tu nous racontais le recrutement de l'équipe Podcastor, moi. Voilà, exactement, avec des super pouvoirs. Voilà, et les super pouvoirs, je peux vous dire, ça déchire. Donc vraiment, et puis encore une fois, on a un twist à la fin, comme Millard sait les faire, il sait toujours bien les faire, quoi. C'est incroyable, c'est fou, quoi. C'est tout public, du fait que tu mentionnes la violence, même si elle n'est pas gratuite. C'est vrai que non, c'est pour lecteurs avertis quand même. D'accord. Il y a des bonnes batailles, il y a du sang, il y a des bras qui se font découper, mais c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet de la violence, quoi. C'est plutôt le casse, mais voilà, forcément quand on fait un casse, il y a des dommages collatéraux. Mais ouais, et franchement les scènes d'action, elles sont vraiment parfaites, quoi. Elles sont vraiment très sympas. Elles sont du level de Kick-Ass, quoi. Ok. C'est d'eau? Ouais. Bah voilà, moi j'ai terminé. J'ai terminé mes X-Men, voilà, mes X-Men Ocean Eleven. Je peux laisser la place au prochain. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, toi, t'as bien aimé, c'est ça? Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était, voilà, encore une fois, c'est sous-côté. Ouais, c'est un des meilleurs de Miller. Il a fait. Il a pas.
autant Mila, on peut reprocher que parfois il rush, et il approfondit pas. Là, pour le coup, c'est une aventure légère, c'est juste un casse. On pourra pas lui reprocher ce défaut qu'on lui reproche souvent dans ses dernières œuvres comme Magic Order ou, ou d'autres, où là, effectivement, ça manque de profondeur et de développement. Ici, son style se prête parfaitement à un casse, simple, rapide, avec une fin, et voilà. Donc oui, j'ai adoré, et encore une fois, je vous le conseille, si vous le trouvez en occasion quelque part, de le prendre, surtout qu'il va être adapté bientôt en anime. Voilà. D'accord. Ouais, ça va faire monter le cours. Ouais, exactement. D'accord, Ah. ok. Bon, moi, franchement, à voir, parce que je suis pas très fan d'animé, déjà. Je suis pas le plus grand Ah bah fan. lis le comics alors. Donc, je me procurerai peut-être le comics. Je te le prêterai à l'occasion. Tu me le prêteras, ouais, je pense. Mm. Ouais, ok. Pardon. Ok, Dac. Personne a quelque chose à rajouter par rapport à ce magnifique comics que nous a présenté ces deux mots? Non, une belle découverte pour moi en tout cas. Je ne connaissais pas merci. du tout. Ouais, Mm. celui-là, je ne l'ai pas. Ah, il est pas facile à trouver, ouais, c'est vrai. Comment ça, Mao, tu l'as pas lu? Celui-là, non. Mais il est dans ma wishlist. Mais écoute, j'avais même pas lu le pitch. Et c'est vrai que il est sorti il y a quelques années déjà. 2014 exactement. Ouais. Ouais. Donc, ouais, bah non, écoute, j'étais passé à côté à l'époque. Mais je te dis, je pense qu'avec la sortie de l'animé, je pense que Panini, ça risque. ils vont faire une réédition, ouais, il y a de fortes chances, ouais. Certainement. D'accord. Mm. Ok, très bien. Du coup, prochaine review, c'est à toi, Gwen. Allez, je me Le lance baptême. dans le grand bain. Youhou! Voilà. Allez, mettez tous votre maillot de bain. C'est parti. Alors, tout d'abord, pour moi, c'est un grand plaisir d'être invitée ce soir dans votre équipe. Je vous en remercie pour cette première apparition vocale dans le podcaster numéro 6. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous partager, je vous rassure, mes 7 péchés capitaux, ni ma petite 8e merveille du monde, mais je vais tout simplement essayer de vous communiquer ce soir ma jeune passion pour le 9e art. J'ai donc fouillé dans mes derniers petits coups de cœur et puis mon choix s'est imposé comme une lettre à la poste. J'expédie à vos oreilles ce soir la bande dessinée Facteur pour femmes. Alors, c'est une série qui est en 2 tomes sous la collection Grand Angle de Bambou Édition. Cette maison d'édition, elle est également connue pour sa collection manga Doki Doki. Je ne sais pas si pour l'équipe de ce soir, qui est justement constituée de fervents lecteurs de comics et mangas, vous connaissez cette collection? Oui. Pas trop. Pas trop. Bon, moi, en tout cas, je l'ai découverte en fouillant un petit peu plus l'historique de cette maison d'édition. Donc, pour en revenir au Facteur pour femmes, dans le premier tome qui est sorti en 2015, nous avions aux commandes du scénario Didier Kelaguillot et Sébastien Maurice, quant à lui, au dessin couleur. Tous les deux avaient déjà travaillé ensemble sur L'île des remords en 2017. Alors, ce premier tome, à la base, il était conçu pour être un one-shot. Mais finalement, convaincu par des lecteurs totalement emballés de vouloir prolonger cette histoire, il a été décidé la création d'un second tome qui est paru en mars dernier. C'est d'ailleurs moi-même à cette sortie que je me suis décidée de me plonger dans cette lecture. Par contre, le dessinateur du tome initial, qui était occupé sur d'autres projets, a laissé, lui, sa place pour le tome 2 à Manu Cassier, un autre artiste avec qui d'ailleurs Kéla Guyot a travaillé en collaboration sur Esclaves de l'île de Pâques en 2018. Bon, là, je sens votre impatience qui trépigne. Vous venez de m'envoyer un télégramme en me disant « Mais de quoi ça parle, Gwen ?» Allez, je me lance, je vous fais rapidement un petit synopsis. Alors, on est en 1914. La mobilisation claironne sur la petite île bretonne pour la vider de tous ces hommes valides.
tous, sauf le jeune Maël qui, lui, souffre d'un handicap physique. Il a un pied beau. Cette expérience est vécue pour lui comme un sentiment d'humiliation vis-à-vis de son image d'homme. C'est une nouvelle dévalorisation qu'il subit depuis sa tendre enfance avec toutes les brimades qu'il a accumulées jusqu'alors. Mais finalement, le cours de sa vie va prendre une toute nouvelle dimension et destination quand il va être désigné finalement pendant cette guerre comme le facteur de Lille. Il va devoir ainsi monter en selle pour effectuer la tournée du courrier aux femmes esselées. Effectivement, pendant que les hommes sont pris dans les tourments meurtriers creusés dans les tranchées de cette guerre qui s'enlisent, les femmes de Lille, elles, quant à elles, vont découvrir une nouvelle facette de leur vie, parce qu'elles vont être les seules maîtresses à bord, cette fois-ci, pendant ces années solitaires. Et les lettres, vous allez voir, vont devenir alors l'expression d'une invitation à un autre état de siège, celui de vouloir, cette fois-ci, sublimer la vie et d'en jouir. Et sous ce vent de liberté, finalement, les femmes vont relever leur coiffe bretonne pour oser soulever cette fois-ci leur jupon. Attention, tenez-vous au droit au plaisir et prendre ainsi la main sur leur propre envie sans le poids d'une image patriarcale. Mais vous doutez bien, cette liberté découverte et cette soif de nouveaux espaces fertiles, finalement, aura certainement peut-être un prix à payer, tant pour Maël que pour ses femmes. Donc, on a une intrigue qui va se mettre en place autour d'un secret sous le sceau de cette taxe insulaire. Alors, pour ma part, dans cette série, je trouve qu'on est dans une réalisation très soignée, où le scénario réussit magnifiquement à nous capter sans relâche tout au long du récit. Les dessins sont servis par une très belle palette de couleurs variées. On est avec un trait fin, élégant, qui nous subjugue et nous offre vraiment de magnifiques paysages bretons. J'ai beaucoup apprécié, moi, cette série qui pourrait faire accroire à une légèreté scénaristique, mais finalement, je trouve qu'elle enclenche une réflexion profonde sur la condition et l'émancipation des femmes, mais aussi sur le destin des êtres sous un contexte historique poignant. Bon, vous l'avez compris, pour moi, c'est vraiment un très joli coup de cœur. J'espère que demain, vous êtes devant tous votre boîte à lettres. Voilà, je ne sais pas du tout si vous connaissez cette BD avant que je vous en parle ou pas. Pas Non, du tout. Pas du tout. Ouais, bon, on est loin du comics et du manga là. Non, mais même c'est vrai que moi, je vais dans une librairie spécialisée en BD. Ah ouais. Et bon, ils mettent souvent en avant, malheureusement, les gros titres, quoi, les grosses, ce qui vendent énormément. Donc c'est vrai que celui-ci, je suis peut-être passé à côté parce que Tu ne l'as pas vu ouais, je l'ai dans pas les vu en décalages. posté en vitrine sur ma librairie parce que tu vois les châteaux des animaux, les 5 terres et tout, ça c'est des grosses. Tu peux pas y louper, quoi, même si tu lis pas forcément. Mais celui-ci, non, je l'ai pas vu malheureusement. Ouais, tu l'as pas vu. Passé, mais par contre l'histoire, je trouve qu'il est très intéressante. Ouais. Oui, il y a vraiment un fond historique qui permet un scénario de se placer avec beaucoup d'intérêt finalement. Et donc, ouais, franchement, c'est une très très belle découverte pour ma part que j'ai découvert donc tout récemment, du fait que c'était à la sortie du tome 2. Effectivement, moi, le tome 1 était passé inaperçu. Tu vois, moi aussi. Et c'est grâce au tome 2 que j'ai déclenché cette lecture. D'accord. Tu veux que je te le prête aussi, Escobar, celui-là? Bah ouais, avec plaisir. Moi, je dois te prêter déjà un certain nombre de mots. Bah oui, les Tortues Ninja, entre autres. On va relancer le débat. Mystique valide. Je l'ai pas, donc je vais me faire engueuler par Mystique, mais Power Bah Rangers, oui, ouais. oui, c'est vrai. Et tu m'as fait déjà découvrir Saga, que j'ai beaucoup apprécié. Oh, mais Saga, c'est la crème de la crème en comics. Ouais. Ah ouais, très très bien. C'est valeur sûre, il a pas trop risqué là, Esco.
T'inquiète. Bientôt, Gwen elle nous fera des chroniques ou des enfin, des reviews sur des trucs que je vais lui prêter qui vont être énervés de ouf. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites surprises, les amis. En manga, j'aime beaucoup dernièrement les Tokyo Tarabera Girls. J'ai un coup de cœur pour ce manga, très sympa. D'accord. Ok. Tokyo. Tokyo Tarabera Girls. On en est au tome 4 là. Si, Ouais, j'ai vu passer. C'est chez Les Arts Noirs. Ah, d'accord, ok. Ok, bah, je vais jeter un œil. Je connais Ouais, pas du tout. très sympa. En fait, pour tout avouer, je regarde jamais les nouveautés. Moi, c'est Ouais, tu es soit, toujours dans. en fait, soit je découvre quand je vais sur Paris, découvert de petites pépites en occasion, soit dans ma librairie. Donc, si je les vois pas, je n'ai pas forcément fait attention non plus. Je sais pas si vous êtes D'accord. comme. Mais Tokyo Tarabera Girls, ça fait vraiment un speech de drama japonais, quoi. Ouais. Ah ouais, parce que ce genre de speech célibataire à 30 ans, qui doit se remettre en cause, etc. Enfin, j'ai déjà vu ça, parce que moi je regarde de temps en temps des séries japonaises, ce qu'on appelle drama. Ouais. Et au Japon, ça se fait beaucoup des dramas sur ce genre de situation où la femme, après 30 ans, elle devient un peu vieille fille pour les Japonais. Et Oui, ça, tout Ça, à c'est fait, d'où tu c'est veux, ça. ça, c'est d'où tu veux qu'est-ce qu'il descendre. veut? Qu'est-ce qu'il veut, Escobar? Toi, Qu'est-ce que tu veux? toi, Oui, qu'est-ce qu'il y a, toi, monsieur? tu cherches les ennuis. Donc, Mm. les dramas, c'est aussi sud-coréen, c'est coréen aussi. Mais pourquoi tu me parles de ce que je te parle des Japonais là? Non, mais tu me parles de drama, donc moi je te dis que ouais, tu me dis c'est japonais. Donc, Non, j'ai pas dit c'est japonais. Je précise que là, en l'espèce, ah, c'est d'accord. japonais. Non, non, mais c'était juste pour les puristes, parce que moi je sais que il y en a, ils sont grave puristes et qu'ils aiment pas trop que. Ah, bah après, je crois que, enfin, après, je fais pas mon chauvisme japonais, mais je crois que les Ouais, non, dramas japonais sont arrivés avant les dramas coréens, mais on va dire c'est un autre débat. voilà, On discutera un autre jour. Bon, c'est à moi, c'est ça? c'est ça. C'est On bien. va Ben, passer dans l'arène. il me semble. Oui, c'est à Esco. Alors écoutez, moi je vais vous parler d'un manga. Donc, écrit. Alors, un manga sur l'univers des hôpitaux. Je reste dans les thèmes qu'on a déjà abordés parce que c'est des genres de lectures que je sais pas pourquoi j'apprécie énormément. Pourtant, c'est pas des endroits où voilà tout le monde aime être, mais j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien quand c'est dans ces univers-là. Donc ça s'appelle Team Medical Dragon. Donc alors je sais, alors c'est créé par Taro, non c'est dessiné par et scénarisé par Taro no Jikasaka sur une idée originale pardon de Akira Nagai. Donc vous allez me dire, mais tonton ça parle de quoi? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Alors déjà ça parle dans l'univers hospitalier et en fait on va rencontrer une jeune pardon euh, une jeune chef enfin, elle n'est pas vraiment chef, mais elle est en train de passer une thèse très très importante et elle a besoin d'une équipe entre guillemets pour faire quelque chose qui est rarement réussi en fait. Pour faire voilà, et du coup elle a besoin de spécialistes et en l'occurrence il y a un spécialiste, un médecin surdoué japonais, mais qui s'est complètement enlevé de tout ce qui est, enfin, qui est des cases des hôpitaux. Il est parti pour faire des choses un peu dans le monde, quoi. Il est parti mettre son talent pour où il y a des guerres, soigner des gens où il y a des guerres dans des zones différentes du monde. Donc il est complètement hors du chemin. Il a un caractère très très particulier, un peu insolent. Il est un peu hautain, mais
en l'occurrence, il est très attachant quand même par rapport au fait qu'il est super doué et qu'il fait bouger les choses par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans les hôpitaux japonais. Donc, en l'occurrence, donc là c'est le speech de l'histoire. Voilà. Donc, est-ce que j'ai bien aimé? Eh ben, écoutez, là, je suis qu'au premier tome. Hein. Je vous avais dit, je lirai les 2 premiers tomes, j'ai pas eu le temps. Donc, voilà, je préfère être franc avec vous, les amis. J'ai lu que le premier tome et j'ai adoré. Alors, c'est un manga qui date quand même un petit peu. Voilà, je vous dirai exactement la date, que je me trompe pas. Donc, c'est 2002. Donc, ça fait presque 20 ans. Euh, et franchement, c'est vrai que graphiquement, c'est daté. Ça veut dire que si on recherche un peu des choses un peu plus, comment dire, un peu plus modernes, clairement, ce manga, il est pas moderne dans la façon d'être dessiné. On sent que c'est vraiment de ces années-là, 80, enfin 90, 2000, 2000, 2005. Mhm. Est-ce que c'est gênant? Franchement, non. Parce que là où il est pur, enfin où il est pur au maximum ses dessins, justement là où il y a de l'action, là où justement il y a quand même des cas qui sont hyper graves, bah là le dessin il est un peu plus soigné. Les scènes elles sont grave vivantes. On est là, on respire avec eux en fait. On est là, on se dit mince, est-ce que le patient il va s'en sortir? Donc c'est un premier tome. En dehors d'être introductif, il est hyper vivant. Et ça j'ai bien apprécié parce que la plupart du temps c'est vrai que les premiers tomes des fois sont un peu trop introductifs. On se dit, ah ouais, mince, il faudra lire le deuxième tome. Il donne envie de lire le deuxième tome, mais on n'est pas forcément hypé sur un premier tome. C'est très rare, en fait, d'être hypé sur un premier tome. Et là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, les personnages entre la professeure, alors j'ai plus son nom, et le jeune chirurgien, donc Ryotaro Asada, donc qui est lui vraiment surdoué. Ça veut dire que à un moment donné, on est là, on est dans le bloc opératoire, donc il y a un autre chirurgien et lui, il est là en fait, il regarde, il est juste spectateur. Et l'autre chirurgien, il dit ah bah le patient il est en train de décéder, il dit ah bah c'est pas grave, on est dans nos quotas et ouais, et en fait il parle vraiment crûment dans ça. Ils sont pas, c'est un seinen, donc pour le coup, comme c'est un seinen, ils font pas vraiment attention. Vraiment, c'est dans le vif du sujet. Et il y a des fois, c'est choquant en fait. Il y a des fois, c'est choquant parce que quand on parle de quotas de mort, quand on dit ouais, mais c'est pas grave parce que nous, on est chirurgiens, ce qu'on veut, ouais, on fait les choses. En fait, c'est par rapport au calcul. Ils calculent qu'un chirurgien, il faut à peu près 12 opérations par an et et qu'en fait, on se rend bien compte que même en 12 opérations par an, en étant un chirurgien nouveau ou même un petit peu plus avec d'expérience, c'est pas assez pour être au top niveau. Parce qu'on connaît pas tout, parce que chaque cas est différent. Voilà. Et lui, il arrive, alors c'est vrai que des fois, il arrive un peu en super-héros. Il est vraiment insolent parce que par rapport à sa hiérarchie, il s'en fiche complètement en fait. Et, euh, et on suit ses coups de scalpel. C'est très technique. D'ailleurs, c'est un manga. J'étais vachement étonné de ça parce que c'est un manga très technique par rapport au fait qu'ils font des vraies explications dessus. Ça veut dire l'auteur, il n'hésite pas à faire un petit croquis explicatif par rapport. Alors, j'ai pas j'ai pas un truc précis, mais il va expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Donc c'est vrai qu'on apprend, en fait, en l'occurrence, on apprend vraiment plein de choses dessus. Et c'est vraiment cool. Donc, par contre, c'est un manga qui date et que j'ai un peu, en fait, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai trouvé les 18 premiers tomes. 18. Ouais, les 18 premiers tomes à 2,40. Les 10 premiers tomes et le reste, et ça, c'était en occasion. Donc, c'est à 4 euros ou 4,50. Donc, je sais pas la valeur que ça a maintenant. Est-ce que c'est facile à trouver? Je sais pas. J'espère qu'ils vont faire comme les éditions Nagan avec
I Say, c'est quoi les titres qu'on avait lus, les amis? Je me rappelle plus. Enfin, le dernier titre qu'on a présenté sur l'univers hospitalier. C'est l'auto Jack. Ouais. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, justement, si on doit comparer les deux, ça n'a strictement rien à voir. On va dire que là, on parle plus de l'aspect technique de la chirurgie, alors que l'autre, plus technique de la chirurgie, mais en l'occurrence, on parle aussi et on critique aussi tout ce qui est université, donc tout ce qui est dans tout le système hospitalier. Donc il y a des vraies critiques par rapport à ça. Comme je vous ai dit, là, c'est des quotas. Après, il y a plein de choses comme ça. Donc, non, franchement, j'étais vraiment étonné. Et voilà, pour faire un rapport, ça n'a rien à voir entre les deux. Un qui critique un vrai système et l'autre qui est un peu plus technique tout aussi en ayant une critique sur le système. Voilà. Donc vraiment, ce premier tome, j'ai vraiment apprécié. Donc je ne sais pas si je vous ai donné envie. En tout cas, moi, je vais continuer la suite. Et j'ai hâte de lire les prochains tomes. Très bien. Ouais. En tout cas, tu es bien rentré dedans. Ouais, t'es bien rentré dedans. Ouais, je suis bien rentré dedans. Alors peut-être que voilà, comme il y a plein d'informations dans ce bouquin, j'ai pas arrivé à tout synthétiser. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Ouais, Et j'espère que je vous ai donné aussi envie de tester ou que je vous le prête aussi, hein, en l'occurrence. ouais, plutôt prêté, oui. Et quoi, il y a combien de tomes Oui, j'allais dire combien de tomes, ouais, je suis d'accord, parce que 18 déjà. 18 premiers tomes. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Je pense qu'il doit en avoir 20 ou 25, quelque chose comme ça, 25. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a 20, 25 tomes. Voilà. Ok. Bon, on vient avec la palette le jour où tu nous les prêtes finalement. Ah, faut venir avec le 4, avec le Porsche Cayenne. Il y en a 25, je précise, de tomes. 25. 25, ouais, c'est ce que je pensais, 25. J'étais pas sûr, mais ouais, c'est ça, 25. Ok. Et donc, ils ne sont pas réédités actuellement, alors j'ai pas entendu, j'ai pas de news par rapport à ça. Donc c'est non, chez je Glénat. pense pas. Mais ouais, c'est chez Glénat, chez Glénat Manga. Après, est-ce que c'est une série qui peut avoir son public? Franchement, c'est difficile parce que je peux comprendre que c'est pas facile parce qu'il y a des scènes qui sont quand même, il y a des grands brûlés. Alors, c'est un dessin, certes, comme je vous ai dit, il est épuré, tout ça. Le travail des contrastes, il est très bien fait, mais voilà, je pense que trouver un public sur ça, c'est quand même assez difficile, quoi. Et à part des grands fous comme moi-même qui sont capables d'acheter un truc comme ça alors que je l'avais jamais lu. Moi, j'ai pris les 18, hein, j'ai tout pris. Oui, tu peux les trouver sinon sur des sites d'achat à l'unité, au pire. Ok. À 9, c'est entre 6 et 7 euros. Okay. Bah, c'est 6,99, il marquait. Bah là, j'ai pour les derniers tomes, c'est 7,60 après. Ah ouais. Ouais, mais bon. C'est une qualité que tu pourrais éventuellement comparer à Monster ou pas? Moi qui me suis lancée dans la lecture de Monster. Hein. Ouais. J'en suis au. C'est pas le même délire là. Hein. Ouais. Le Monster, c'est plus un. C'est plus une intrigue policière. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors là, on reste uniquement dans l'ambiance médicale finalement. Ouais. Alors, on reste sur l'ambiance médicale. Voilà. Donc, c'est une équipe. On va dire que c'est une Dream Team. Encore une fois, c'est que le premier tome. Donc là, on suit les premiers pas, en tout cas des premiers personnages qui vont rentrer dans l'équipe pour préparer cette opération très délicate qui a un pourcentage de réussite vraiment très réduite. Donc, oui, c'est pour le coup, c'est très médical. D'accord. C'est une adaptation de la série Urgence finalement là. Tout à l'heure c'était Ocean Eleven. Là c'est plutôt Urgence. C'est dans le même style. Voilà, je pense que c'est le public qui aime Urgence, mais par contre Urgence, voilà, encore une fois, il y avait aussi des histoires d'amour. Là, il y a des histoires d'amour un peu coquines. Ouais, je vais pas te mentir, dès le début, bon, bref, on voit des seins.
Deuxième page, déjà, non? Pas deuxième page, mais oui, le mec, il est assez dragueur parce que, ouais, dès les premiers, Ouais. bah, allez, on va dire, attendez, la troisième page. C'est Voilà. Docteur Mamour, quoi, finalement. Je sors toutes mes références, là. Je vois ça. Sacré con. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas ça vous a donné envie que je vous prête mes 18 premiers tomes. Ben oui. Et dans 10 ans pour que je les termine. Voilà. Ok. On sera au podcaster combien, là, alors? Numéro 200. Oh, Bah du coup, En tout cas, c'est à merci notre pour ami. cette découverte. Bah, ça me fait plaisir. Mm. Du coup, Mao, c'est à toi Ben pour oui, finir le bal. Alors moi je vais vous parler de tout à fait autre chose, hein, donc pour continuer dans l'éclectisme. Donc je vais vous parler de Thor la machine. mhm. Donc en fait oui, Thor, donc le célèbre dieu du tonnerre de chez Marvel. Donc et plus précisément d'un arc narratif de deux monstres sacrés des comics. Donc Monsieur Warren Ellis et Monsieur Mike Deodato. Donc, il s'agit d'un comics paru chez Panini dans la collection Best of Marvel en août dernier. Donc, il est encore facilement trouvable, enfin, je pense. Donc, pour Warren Ellis, je ne sais pas si la plupart de vous ont déjà peut-être lu Oui, des romans ou des comics de ce monsieur. ici, ouais. Ouais. Donc, il s'agit d'un scénariste britannique dont la carrière débute réellement avec Marvel après quelques réalisations dans la presse anglaise au début des années 90. En 94, on lui confie pour quelques numéros la série Hellstorm, donc chez Marvel, et ça enchaînera sur Doctor Doom 2099, série grâce à laquelle il sera d'autant plus remarqué. Et enfin, le succès sera confirmé avec la série Excalibur. Donc, c'est une des séries de l'univers X-Men. Et bon, voilà, ça se passe en Grande-Bretagne. Il y a toute une ambiance qu'il donnera qui sera vraiment opportune de par ses qualités de scénariste britannique, toujours un peu révolté, on va dire. Et voilà. Le monsieur a par la suite, ça, on ne peut pas faire sans parler. Il a remanié mémorablement l'univers partagé de la maison d'édition Wildstorm. Oui. Il a écrit des séries comme Deviate, Stormwatch et surtout The Authority, donc, qui est un must-have, hein. En 97, il va écrire sa propre série chez le label Vertigo de DC Comics, Transmétropolitane, une série qui reste pour moi un essentiel. J'en parlerai sûrement une autre fois. C'est une de mes BD de chevet, quoi, hein, tout genre confondu, que ce soit dans le franco-belge, dans le comics, dans le manga. Euh, c'est vraiment du très bon, quoi. Après, je ne veux pas faire non plus le Wikipédia, hein, du bonhomme, hein, mais voilà, l'auteur il a créé Ouais, mais Si, je veux. on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait faire une chronique que sur lui, quoi. Et sur sa vie privée aussi, apparemment. Oui, ouais, surtout récemment, hein. Il a créé des séries comme je considère comme des plus réussies, de belles pépites par lesquelles il va généralement critiquer de manière acerbe, avec une touche de provocation, donc la société moderne. Il va s'attaquer via les comics aux sphères économiques, politiques, aux médias, etc. Voilà, c'est aussi, comme je disais tantôt, c'est également un romancier. Euh, et donc, voilà, il a beaucoup de bons récits dans sa carrière, des œuvres que l'on peut considérer comme cultes maintenant. Euh,
Il y a aussi quelque chose, il me semble qu'il y a Batman's The Grave qui vient de sortir chez Urban, donc cette semaine-ci, je pense. Et c'est le dernier récit en date du bonhomme, en tout cas en VF. D'accord. Alors, pour la partie graphique, celle-ci, elle est assurée par Mike Deodato Jr. Donc, c'est un artiste brésilien particulièrement doué et qui ne cesse d'évoluer encore maintenant. Au niveau du mainstream, sa carrière est chez Marvel également, où il a signé des cycles sur The Incredible Hulk, sur Amazing Spider-Man. Ben, l'ami Cédric Comics nous en avait parlé dans le précédent podcast. Il a aussi dessiné sur Dark Avengers. Et franchement, c'est que du bon dans le genre super héroïque. Donc, du bon Marvel que je ne peux que recommander. Depuis environ un peu plus d'une année, il est un des fondateurs de Awa Studios, une maison d'édition indépendante pour laquelle il dessine Résistance, notamment, dont Escobar nous a déjà parlé également. D'accord. Ou encore, il a aussi dessiné Bad Mother, donc dans cette maison d'édition. Hâte que ça sorte. Ouais, ouais, moi aussi. Ça, je l'ai pas fait en VO et ça m'a l'air quand même assez sympa. J'avais lu la première issue, c'était très très. Enfin, ça a inauguré en tout cas des bons prémices. Ouais, ouais, ça, j'ai hâte de le lire. Donc voilà. Ben, au niveau de l'œuvre, ben, pour la petite histoire, le duo débarque sur la série Thor en 95, donc le temps d'un arc narratif qui fait l'objet ben, ici du présent récit. Vous l'aurez compris, c'est surtout la composition de l'équipe créative qui a motivé l'achat. Bah, au niveau du pitch, on retrouve un Thor mourant, s'isolant de ses quelques proches, y compris les Avengers, afin de ne pas les contaminer parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Euh, il est à l'agonie, donc voilà. Et d'entrée de jeu, dans cet état de faiblesse, on va le voir se faire attaquer par des créatures semi-cadavériques. Donc voilà. Après ce déboire, il va très vite comprendre que sa situation est intrinsèquement liée à Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique. Euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est l'arbre Ouais, 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 qui ouais. constitue un peu, je dirais, l'univers, hein. Donc, il y a Midgard qui représente la Terre. Il y a Asgard où on retrouve les As, hein, donc les dieux nordiques, etc. Il y a l'enfer. Enfin, voilà. Euh, et donc, il y a toute une intrigue qui va se construire autour de ça. Bah là, je ne vais pas non plus spoiler pour les futurs lecteurs. Voilà. Bon, mon avis, bah, premièrement, je trouve que le bouquin manque malheureusement d'une mise en contexte. Lire du Thor du milieu des années 90, c'est se rendre compte que le personnage a plutôt pas mal évolué au fil des décennies, hein. Donc ici, je suis dans une critique un peu rétrospective. J'ai découvert le cycle maintenant, peut-être qu'à l'époque, euh, voilà, j'aurais été plus dans le bain parce que euh, je n'ai pas suivi ce fil d'évolution, hein, du personnage, hein. Donc, il y a certaines choses qui sont perturbantes, comme sa relation avec Odin, son père, dont la caractérisation actuelle est assez différente que celle relatée ici. Ici, Odin fait preuve de la froideur caractéristique du juge et bourreau. En effet, on est encore fort proche de la version d'origine, donc de Stanley, où on voit Odin voilà, qui est en mode je te bannis à tout va, et voilà quoi. On comprend aussi qu'il y a à cette époque un humain à qui Odin a attribué les pouvoirs de Thor, alors que ce dernier les conserve les siens également. On réalise que Thor est banni d'Asgard, etc. Il y a autant de constats qui peuvent surprendre lors du récit. Euh, Après, il n'y a rien d'insurmontable au niveau de la compréhension,
Mais un prélude expliquant un peu d'où on vient, vu les références qui nous tombent dessus, aurait été sympa, je trouve. Deuxièmement, avec ces 4 chapitres, le récit reste un arc de transition entre 2 cycles dont on comprend qu'il posera certaines bases du run suivant, dont la relation entre le dieu du tonnerre et l'enchanteresse, par exemple. Hein. L'enchanteresse, c'est une autre Asgardienne qui est bannie sur Terre à ce moment-là. D'accord. Donc, bien que le premier chapitre promettait une intrigue relativement originale, on retombe vite dans un récit où les choses s'enchaînent un peu trop vite, ne permettant que peu de consistance à l'ensemble, malgré des idées pourtant très sympas. Un des aspects qui m'a gêné le plus, c'est que l'auteur crée aussi pour l'occasion un personnage, un policier britannique, détaché à New York. Donc, il y a tout plein de petits détails ainsi. On sent qu'à la base, l'auteur, il a une certaine ambition pour son personnage. C'est une sorte de croisement entre John Constantine, donc le célèbre personnage de la série Hellblazer, pour laquelle il a écrit un cycle complet. Hein. Je pense qu'on sait le retrouver aussi en un volume dans la collection Vertigo Signature chez Urban Comics. D'accord. Et Spider Jérusalem, donc c'est son personnage phare de Transmétropolitan. On sent qu'il y a des idées sous-jacentes avec ce perso relativement intéressant. Au fil des chapitres, on le voit mener son enquête parallèle et qui concerne la situation de Thor. Mais au final, l'auteur n'en fera rien. Donc ça, c'est déconcertant. On se dit qu'à un moment donné, les principaux protagonistes vont se croiser et probablement démêler l'intrigue. Tout cet aspect avec ce personnage tombe comme un soufflet raté à la fin de l'arc, en fait. Ah, ok. Ouais, franchement. Ouais, je suis démotivé là. Oui, j'allais dire, je vais peut-être pas commencer par celui-là alors. C'est L'expérience clairement pas d'inconnu. une porte d'entrée pour Thor, c'est sûr. Hein, déjà. Après, pour en revenir à tout ça, c'est vrai que Thor, malheureusement, c'est très compliqué d'avoir une porte d'entrée sur Thor. Ouais. Parce que c'est un personnage qui est en ce moment mis en avant, mais qui a pas eu si on le voit maintenant, on parle de Thor, on le voit on voit des films, tout ça. Mais à l'époque, ça n'avait pas la même mise en avant que ça. Il faut aussi Clair, hein. remettre dans les contextes. Il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est une histoire. Allez, parce que Stan Lee, il allait piocher dans les mythologies, tu vois, pour inspirer son univers partagé. Et dès le début, Thor, voilà, tu dois t'imprégner de ce que Stan Lee amène, mais voilà, mais beaucoup de choses en fait. Hein. Même si c'était simplifié à l'époque, hein, parce que le public dans les années 60, c'était destiné aux enfants de 8 à 10 ans. Mais il y a beaucoup de choses, il y a vraiment une densité à laquelle la mythologie Marvel elle-même s'est rajoutée, qui font que il faut s'accrocher, il faut trouver vraiment une porte d'entrée à du Thor, peut-être via des séries où il apparaît pour commencer à accrocher, ou certains nouveaux cycles. Moi, j'ai surtout accroché avec le cycle de Jason Aaron et Ouais, celui-ci, il faut que je prenne. Ezad Ribic. Donc, Magnifique. et donc j'ai lu. Ah, Voilà, ouais. Et donc, les j'ai lu The ouais, Mighty Thor, enfin, juste il y a peu, et c'est comme ça que j'ai commencé à accrocher avec le personnage. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. assez difficile. Non, vas-y, excuse-moi. Non, non, voilà, je t'écoute. Non, c'est vrai que Thor, c'est un personnage très compliqué parce qu'il n'y a pas. Alors, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas en parler, mais je sais que de Thor avec Coipel, euh, la réédition, pardon, excusez-moi, Victoire, ça fait partie des must-have, Ouais, comme Krasinski, ça, je pense. Hein. c'est ça, Straczynski, pardon, et Coipel. Et il y a aussi parce que là, tu parles de Jason Aaron et Side Beach, c'est le Massacreur de Dieu, Oui, mais c'est ça. t'as aussi Unworthy, pardon, Thor. Alors, Oui, je sais oui. pas si c'est le même, ce titre, parce que ça date c'est un peu plus récent,
mais je crois qu'il y a Olivier Coipel dessus aussi, non? C'est dans la continuité, en fait. Hein. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi, alors un récit que j'ai pas trouvé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était pour moi un beau récit. Thor Ragnarok, j'ai bien aimé. ah J'ai pas oui, trouvé. c'est un de Enfin, mes c'est pas. premiers, c'est un de mes premiers récits que j'ai lu sur Thor. Donc, et puis pendant longtemps, malheureusement, il avait disparu. En fait, j'avais lu ça en kiosque. Et, en fait, c'était Ragnarok. Après, pendant des années, le personnage, il avait disparu de l'univers Marvel. Hein, et il est réapparu seulement après, je pense, Civil War. Donc, où là, il a une renaissance avec, je pense, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est notamment avec le run de Straczynski ou peut-être une histoire juste avant qui réapparaît. Mais Voilà. ouais, tu me fais penser que je dois prendre les intégrales de Thor de Jason Aaron en 2 tomes de luxe. Ah oui, oui, oui. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est vraiment quelque chose que Bon délire. je peux conseiller. Ah bah, juste avec le dessin, déjà t'amortis ton achat, quoi. Bah oui. Bah écoute, je dirais un peu que c'est le cas d'ailleurs ici, hein, avec Thor la machine. Mm, En fait, vous aurez compris, hein, moi j'ai trouvé ça assez décevant. mm, Euh, En plus, le vilain de l'histoire qui est révélé et développé en quelques cases vers la fin, il ne m'a Mm. pas trop convaincu. Il fait son laïus, c'est vraiment caricatural en fait. Hein. Il fait son laïus pour expliquer ses origines et le pourquoi de ses actes, qui sont moyennement convaincants pour moi. Ouais, on est vraiment dans la grosse caricature du vilain. Et là, c'est même une question, c'est même pas une question d'époque, quoi. Hein, tu vois, je trouve que narrativement, c'est déjà pour l'époque, parce qu'on est quand même au milieu des années 90. euh, Ça fait un peu cet aspect-là 10 ans en arrière, quoi, 10-15 ans en arrière. En plus, Ellis, il ajoute un aspect gore, mais qui est dans le discours du personnage. Bah, le bonhomme, le vilain, il parle de cannibalisme. Donc, mais ça ne suffit pas à donner l'intensité recherchée. On dirait une tentative de donner de la profondeur, pour moi qui m'a semblé ratée, quoi. J'ai l'impression que Ellis, en fait, il a dû écourter son récit pour de quelconque impératif. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. car, euh, car des bases intéressantes étaient en développement, notamment avec le fameux inspecteur de police, dont ici je ne me souviens plus du nom. Mais il les a tués dans l'œuf vers la fin, en fait. Toutes ces pistes-là, des choses qu'il avait préparées donc pour du développement, ouais, il s'est arrangé en fait pour que, pour que ces idées restent auto-contenues dans cet arc. Voilà, genre, je vais pas en dire plus, hein, parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que voilà, ça reste du Warren Ellis. Peut-être que d'autres, je sais qu'il y a des inconditionnels aussi, ou qui vont s'y intéresser probablement malgré mon avis, évidemment. Hein, donc voilà. En bref, moi je retiendrai surtout les magnifiques planches de Deodato dans son style 90s, hein, pour revenir à ce que tu disais, hein, Cédo. Euh, mm, Franchement, ça, à ce niveau-là, rien que pour les planches, c'est un must. mm. Rien que pour cela, je recommande l'ouvrage. L'intensité, le dynamisme du récit se trouve clairement dans la partie graphique. Son tort et son enchantresse sont juste parfaits. L'enchantresse, elle est sublime. Et c'est très important en plus, car c'est un personnage qui met littéralement les hommes à ses pieds. Elle leur ôte toute volonté propre, tellement elle est ensorcelante, hein, d'où son nom. Hein, elle a des pouvoirs magiques, mais elle est d'une beauté D'ailleurs, incomparable. on Et la voit dans. Pardon, excuse-moi, Mao. oui, On la voit dans Thor Ragnarok, dans le film. ah oui, oui. Ah oui, je m'en souviens plus bien, je vais te dire.
Elle n'est pas C'est- si ensorcelante que ça, finalement. Je m'en rappelle pas ce que j'ai vu. Alors, étonnamment, je crois que je suis un des seuls au monde qui a aimé ce film. Ben, écoute, moi, j'avais bien rigolé, mais voilà, après, Bon, faudrait que je le revoie, en fait, parce On que m'a- c'est pas ce qui m'a marqué le plus. on m'a souvent dit que Thor 3, c'est un bon film, mais un mauvais Thor. Un mauvais film de Thor. Bon, en fait, Ah, ouais, et j'ai pas le délire. dire que t'as pas, Pardon? Par contre, est-ce qu'on peut dire que t'as pas tort? elle est pas mal. J'avoue. J'ai fait un blanc dans la conversation. Et dites-vous, mes amis, il est sobre. Hein. Ouais, imaginez après. Ouais. Par contre, moi, j'avais une question. C'est la première fois que Thor est présenté sous un versant diminué, fragilisé Ben, ou pas? écoute, ça, c'est un aspect. Non, c'est pas. Depuis, en tout cas, Mm. c'est pas la première fois. Ben, Thor, Mm. dans ses origines, donc au niveau de la BD, Mhm. il est diminué à la base parce que, euh, en fait, c'est un humain, Mm. un médecin qui, voilà, qui ne sait pas qu'il est Thor parce que il a été banni donc de Asgard, hein, donc le royaume des dieux nordiques. Et, euh, et donc, c'est tout. En fait, il a été banni parce que son père voulait lui apprendre, en gros, hein, l'humilité Mm. et D'accord. dans la condition d'un être humain, quoi. Mais alors, il y a ce côté déjà là qui est tragique pour le gars parce que, en fait, il ne sait pas qui il est, voilà, ses origines. Voilà, bon, après, voilà, et c'est quelque chose qui a été remanié plusieurs fois au fil des D'accord. Cet décennies. aspect n'a pas Oui. été Donc, uniquement décliné dans ce tome-là, quoi. ah ouais, non, Non. mais non, et depuis, il en a bien bavé, hein, surtout récemment. Et, D'accord. Ah bah, et donc, c'est un personnage qui a quand même quelquefois dégusté malgré sa quasi-omnipotence. Et, euh, et voilà quoi, hein. Donc, bah, il s'est même fait remplacer plusieurs fois, tu vois. Mhm. Pour te dire, toi qui n'es pas donc Ouais, de ce. attaché à ces univers-là, il a même été Mm. un peu même remplacé par une grenouille. Donc, c'est pour te Ah dire oui. son malheur. D'accord. Je Donc, veux bien l'embrasser, hein. Peut-être qu'il viendra mon prince charmant. ah bah écoute, après, ouais, je veux pas te décevoir, mais alors ça dépend quel tort et dans quel comics, parce que Ah, d'accord. si tu t'attends à celui qui est dans les films, sur Bah oui, certains moi je m'attends à celui-là, hein, moi, à l'inverse. Non, c'est pas celui-là? non, parce que dans certains Non, non. récits, tu pourrais être très très déçu, hein. Parce que c'est Ah, vrai que ok. souvent, on est là pour en revenir à tort et pour la petite partie humoristique. Euh, Ouais. dans le personnage, il y a Loki, le fameux acteur Oui. que les femmes elles sont folles de lui, voilà. Et bah la dernière fois, j'ai envoyé une photo du Loki dans les comics, ça n'a rien à voir. Et le Thor dans D'accord. certains récits, ça n'a rien à voir aussi. Alors si Bon, tu prends si tu prends celui de Coppel, ouais. euh, on va dire que c'est celui qui ressemble plus, enfin en tout cas en termes de morphologie, pas de visage, hein, mais de Mhm. chevelure, c'est celui qui ressemble le plus au Thor qu'on connaît, ouais, les gars. Ouais. oui, oui, tout à fait. Alors que on trouve sur certains d'autres récits où on trouve un autre Thor peut-être moins beau gosse ou en tout cas avec moins de critères modernes, Mhm. je pense que tu Mhm. serais. Je serais déçue. D'accord. Ouais, je pense Ok. que tu Ouais, serais. tu vois. Bon, Bah, bah, m'envoie pas de capture de photo. Laisse-moi mes rêves, s'il te plaît. voilà, bah, écoutez, moi, au final, pour revenir à ça, je trouve ça important aussi à dire. Je trouve Mhm. que cette histoire est surtout intéressante pour les complétistes donc des œuvres de Ellis, comme je D'accord. disais tantôt, mais ce n'est pas son intrigue la plus inspirée ou du moins la plus aboutie. Et là, je vous dis, la plus aboutie, c'est parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a dû stopper en fait. Oui, c'est bâclé au niveau de la fin. Ouais, ça Mhm. commençait bien et puis on sent vraiment le déclin.
Il a vite expédié l'histoire avec le vilain à la fin. Il a les développements qu'il avait créés autour de personnages secondaires qui allaient donner une consistance, je pense, à un cycle. Ben, voilà, ça reste autocontenu. Les personnages ne réapparaîtront pas. Donc, on sent vraiment qu'il a coupé les ponts avec ses idées de base, quoi. D'accord. En fait, cette œuvre, elle intéressera aussi, je pense, les personnes qui veulent se prendre une claque visuelle. Parce qu'il y a des personnes qui, en dépit du récit, Oui, ont le tout plaisir graphique. l'aspect graphique. Hein. Ça, peu importe les supports, hein, les médias. Hein. Ça va surtout intéresser, je pense, les nostalgiques de la période images comics et de Marvel des années 90. Parce que là, Mike Deodato, il est dans un style très 90, qui n'est plus tout à fait le même que celui qu'il fait actuellement. Hein. Donc, tu vois, par exemple, un Esco dans The Resistance, il est pas du tout C'est pas du tout pareil. dans Resistance, il n'est pas du tout euh, dans ce style-là. Ces visages, ben, il y a certains visages, on dirait des acteurs américains, tu vois. Là, les dessins en 95, on est vraiment dans un style qui fait penser ouais, à Image Comics, enfin, il vient de là aussi. Hein. C'est ça. C'est que Il a complètement évolué, son jeu c'est d'ombre et tout, tu vois, et ça. Et il c'est s'est bien de le reconnu. souligner. C'est bien de le souligner parce que c'est important. Parce que Mhm. quelqu'un qui pourrait, dans l'idée moderne, et se dire ah, Deodato Junior, je suis plutôt fan de son style graphique, parce qu'il a quand même un. Si on est quelqu'un qu'on aime un peu Jim Lee avec des côtés. Alors lui, c'est beaucoup plus sombre, mais dans ce Ah, côté un peu très technique, très détaillé, Deodato Junior, ah, dans ses derniers c'est exceptionnel. il joue Alors complètement après, avec les ombres, hein, ouais. c'est ça. Mais c'est bien de le préciser parce qu'il y a quand même des grosses évolutions sur ce dessinateur où ça reste graphiquement, c'est le haut du panier. Après, c'est pas le même travail. C'est vrai que j'ai feuilleté le livre, enfin le comics que tu es en train de parler. Mhm. Je le possède pas chez moi. Mais Ouais. en l'occurrence, voilà, Résistance, j'ai lu. The Savage Conan, je l'ai lu aussi. C'est du Deodato. Ouais. Pareil sur des travaux dernièrement qu'il a C'est son sorti en dernier VO. travail chez Marvel, hein, Savage Sword of Conan. C'est ça, c'est ça. Alors après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer le style. C'est des choses qui arrivent. C'est subjectif, encore une fois. Bah oui. Moi, j'aime le personnage. Enfin, j'aime en tout cas son style graphique. Parce que, voilà. Mais c'est bien de le préciser parce que c'est pas du tout le même. Ah non, non, du tout. Hein, C'est pas du tout le même. il a évolué dans un autre style. Dans un autre registre. Ouais, voilà. Et, Il a mais les complètement deux évolué. sont très bien pour moi. Moi, j'aime vraiment bien. Donc, autant le style qu'il avait il y a 15 à 20 ans que le style actuel, hein, qui est plus adulte aussi. Enfin, voilà, il a évolué avec son temps, en fait, euh, avec Après, l'industrie. c'est ça. Donc, Moi, je et- pense que dans tout ce qui est années 90, il y a quand même des dessinateurs qui se révèlent ou qui sont déjà. Il était plutôt dans le style Sylvestri, on va dire. Un peu, ouais, oui, tout à fait. voilà, dans ses dessins très techniques, beaucoup, très détaillés. Après, voilà, après, dans l'école de Sylvestri, il y a Jim Lee. Mais bon, dans le Mm. style graphique de Jim Lee aussi, il a évolué quand on voit les premières planches du début et de maintenant. On va dire que Jim Lee, c'est celui qui se rapproche le plus de Deodato des années 90. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Si on veut un comparatif un peu, voilà, un comparatif, bah, je pense que le Jim Lee de maintenant, c'est le Deodato de l'époque. On peut dire ça, ouais. Et bah oui, et d'ailleurs, bah écoute, quand j'ai lu Ici Thor la machine, euh, je pensais à Jim Lee, tout justement. Je pensais aux X-Men de Jim Lee, donc un de ses premiers travaux hein, pour Marvel. Et
tellement les planches, elles sont bourrées de dynamisme, d'énergie. C'est quelque chose qu'on retrouve moins maintenant chez Jimmy Lee, je trouve. Hein. Là, il est plus allez, il est plus en mode, il fait son boulot, quoi. Il est moins. Il a plus rien à prouver, en fait, il se dit. Bah ouais, voilà, il fait le job, il fait Ouais. ce qu'on lui demande. De toute façon, maintenant, maintenant, il sujet, suffit hein. c'est ça. Mais maintenant, il suffit de Jimmy Lee sur un comics que voilà, les gens ils vont acheter. Ouais. Mais après, on pourrait faire un débat sur ça, qui serait plutôt intéressant. Là, on en parle comme ça, pêle-mêle, dans le truc de chaque époque a eu son dessinateur. Alors, les années 80, c'était plus Silvestri qui était quand même dans le haut du panier. Dans d'autres années, ça a été d'autres dessinateurs. Dans les années 90, il y a Jim Lee qui s'est révélé. Dans les années 2000, il y en a d'autres. On peut parler de Shane Murphy. Là, à l'heure actuelle, il y a encore d'autres personnes sur qui on peut parler et discuter. Ce serait bien d'avoir un débat sur pas que comics d'ailleurs, mais sur les dessinateurs en général, leur évolution, comment ils ont marqué, qui a marqué les choses, parce que c'est vrai que des personnages comme Jim Lee, comme Silvestri, comme là, en l'occurrence, on parle de Deodato Jr., c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a évolué tout au fond qui a évolué dans sa carrière. C'est vraiment un style qui est complètement différent et c'est vraiment, voilà, on va pas se répéter pendant 10 minutes, mais c'est vrai que c'est Ça particulier. évolue, hein. Mais en fait, c'est des styles qui évoluent comme. Mais je dirais, mais c'est lié aussi à la société, si tu veux. Dans les années 90, tu avais même dans les autres médias, hein, dans les films, au ciné, tu avais la violence, tu vois, les trucs un peu cool. Tu avais Predator, tu vois, des trucs fin des années 80 et jusqu'au milieu des années 90. Et des comics, par exemple, voilà, c'est quelque chose qui était transcendé maintenant dans les comics, autant dans les pitchs que dans les dessins. Ça a majoritairement évolué. C'est toujours un peu le reflet de nos sociétés, hein, à divers degrés, hein, évidemment. Mhm. Et même les styles graphiques, surtout dans les comics, ont toujours été un peu adaptés à l'évolution aussi de la société, hein, je trouve. C'est vrai. Moi, Très en tout bien. cas, mon petit chouchou du moment, Mahmoud Asrar. Ah oui, c'est parce que tu as lu Conan aussi. Ah, il est bon, il est bon, Ah il est ouais, bon. ouais. Même sur ce qu'il fait dernièrement, c'est du très bon. Enfin bon, Ouais. on n'est pas sur un débat des dessinateurs. Eh ben, merci Mao pour ta chronique qui Avec était plaisir. fort intéressante. Ah oui. Bah écoute, ça m'a fait plaisir, mais je vous avoue que Non, mais il faut parfois ne j'ai pas. Oui. j'étais content d'être tombé sur un hélice que je ne connaissais pas. Mais allez, mais j'étais déçu par finalement. C'est vrai que quatre chapitres, c'était un peu court, je pense. Et je pense qu'il y a eu des impératifs au niveau de Marvel et du gars, hein, qui n'a pas arrêté d'écrire de toute façon jusqu'à peu. Donc, Par Donc, contre, conclusion, ouais. lisez du Jason Aaron. Voilà. voilà. Mais du hélice aussi, hein, mais pas celui-là. Ok. Bah, sur ce, c'était un très bon podcast, pardon. Voilà. Gwen, tes premiers retours, ça t'a plu? Oui, beaucoup. Non, non, très intéressant, d'autant plus que vous êtes dans des Bavard. univers. Vous êtes dans des univers très variés auxquels ça me permet de me confronter à de nouvelles lectures. Donc, non, non, très intéressant Là, comme pareil. aventure. Un vrai plaisir d'avoir partagé ce podcast avec vous. Ouais. Et je vous remercie vivement de votre accueil. Bah, ça nous a fait Ah, plaisir aussi d'être avec toi. Et, Ouais. C'est nous, Ta c'est nous chronique qui te était remercions. superbe. ouais, et je retiendrai que c'est ma chronique qui t'a le plus intéressé. Donc, merci à toi aussi.
J'envoie un message à chacun de vous en aparté pour vous dire que vos chroniques étaient celles que je préférais. Non, tout le monde l'a su, on l'a écouté, le live, c'est Super Crooks. Et pour finir cette note, rappelez-vous, un drama, ça vient du Japon. Drama, c'est un mot japonais. Juste, il fallait quand même corriger C'est les pas petites erreurs. coréen. Ah, je Et crois non, que c'est c'était pas coréen. On appelle ça un K-drama pour les Coréens. Voilà. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Exactement. Là, je viens de passer pour le mec ridicule devant toute la France. C'est pas grave. Devant tous nos auditeurs. Ça fera peut-être du bad buzz, mais ça fera du buzz, c'est principal. Je vais me faire. C'est pas grave, moi je suis team crevette, t'inquiète. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés sur ce 6e épisode. Merci à vous, Mao, Gwe, Juan Farbouk et Sedo Mori. Merci à tous. Merci à vous. Merci. À une prochaine Merci fois. beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, les podcasteurs de la BD, sur Twitter, les podcasteurs de la BD, et sur notre chaîne YouTube qu'on a ouvert dernièrement, où il y a tous les Et sur épisodes. Facebook. Et aussi. Et sur Facebook, pardon. Faut pas croire, Sur Facebook. c'est encore vivant. sur Facebook, mais surtout sur Ça existe YouTube. encore. Eh oui. Mais surtout sur YouTube, n'oubliez pas, les podcasteurs de la BD, où on sort une vidéo par semaine Exactement. en dehors des vidéos podcast. C'est ça. Voilà, il y a 2 épisodes de sortie. Celui avec Mao Pudge dans l'épisode 1, qui nous parle de Rapture. Et dans l'épisode 2, c'est moi-même, Escobar, qui vous parle de Shinotori. J'ai un bug. Bon, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Ciao.